Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h18 et on va partir pour Genève, retrouver Alexandre de Junac, le directeur général de IATA. Et avant d'égrener la litanie de mauvaises nouvelles qui frappe le transport aérien, si vous voulez bien, Alexandre de Junac, on va parler d'avenir, on va parler des moyens pour le transport aérien de rebondir, on va parler du Travel Pass, ce sorte de carnet de voyage, je ne sais pas comment on peut l'appeler en français, que bientôt, on espère, tous les voyageurs devront posséder. Pour rassurer ses compagnons de voyage, pour rassurer les compagnies et pour pouvoir voyager plus librement. Oui, alors c'est aussi pour rassurer les États, parce que vous voyez bien que ce que nous demandons, nous, c'est que les mesures de restriction de voyage, comme en zone de quarantaine, soient supprimées. Mais comme on comprend que les États veulent protéger leur population, on leur demande de mettre en place un processus de test systématique de tous les passagers. Ouais. En plus, le vaccin arrive dans quelques mois. Donc, pour que tout ça fonctionne, il faut que le passager puisse démontrer aux compagnies aériennes, puisse démontrer aussi et surtout aux États entre lesquels il voyage, que soit il a été testé négativement, dans des délais qui sont compatibles avec le caractère contagieux ou pas ou transmissible du virus, soit qu'il a été vacciné. Donc, l'app, c'est une app qui sera sur vos téléphones que nous développons, elle permet de gérer ce flux d'informations depuis le centre de vaccination ou le centre de test qui introduira l'information comme quoi vous avez été testé ou vacciné. Cette information pourra être montrée à la compagnie aérienne ou à l'État dans lequel vous voyagez pour démontrer que en gros, vous avez respecté toutes les procédures que les États requièrent pour vous accueillir maintenant qu'ils protègent la population contre l'importation du virus. Voilà à quoi sert cette app. Elle est fondamentale. Vous voyez, c'est le complément de la vaccination et du test. Alors, deux questions. D'abord, c'est pour quand ce pass? Et puis ensuite, hier, Emmanuel Macron nous a dit que la vaccination ne serait pas obligatoire en France. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle sera obligatoire dans ce carnet de voyage? On a vu Qantas, par exemple, la compagnie australienne, qui a annoncé que les voyageurs sur ces lignes internationales devraient obligatoirement être vaccinés s'ils veulent monter dans les avions. Mais je crois que c'est un peu prématuré de parler de vaccination obligatoire. D'abord, comme vous l'avez rappelé, beaucoup d'États considèrent que la vaccination est évidemment une très bonne nouvelle, mais que son caractère obligatoire est encore un sujet de discussion. Et comme vous le savez, il y a une assez forte proportion de la population dans de nombreux pays qui n'est pas disposée à se faire vacciner. Donc c'est un sujet qui, à mon avis, dont il est encore prématuré de dire qu'il faut le mettre en œuvre. En revanche, le test obligatoire de tous les passagers, ça nous paraît extrêmement important pour démontrer que vous ne transportez pas le virus avec vous. Et donc le risque que vous importiez le virus dans un pays est extrêmement faible. C'est ça qui est important. Et donc, l'app qu'on développe, elle est là pour démontrer ça, en tout cas le test, et puis, si besoin est, le vaccin. Après, la vaccination obligatoire, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra évoquer plus tard. Une date, Alexandre de Junac, pour cette application et donc ce carnet de santé, je puis dire? Oui, elle sera prête dans quelques semaines, probablement avant les vacances. Avant les vacances de Noël. Bon, on va suivre ça avec intérêt. Autre sujet. Il faut la tester, le gouvernement se l'approprie. Il y a encore beaucoup de travail, voyez-vous, mais voilà. Autre sujet lié au vaccin. Tout à l'heure, on était avec le patron de DHL Express pour la France. Évidemment, il va falloir transporter les milliards de doses de vaccins à travers la planète avec des avions. On parle de 15 000 vols qui vont sillonner les routes de l'air du globe pour acheminer ces vaccins. Peut-être une bouffée d'oxygène pour le transport aérien aussi quand même. Oui, alors en réalité, on a calculé qu'il nous faudrait 8 000 avions cargo au total pour transporter les vaccins, mais sachez que ça s'étale sur une période qui sera probablement entre 1 an et 2 ans pour que tous les vaccins soient acheminés à tout le monde et que tout le monde puisse être vacciné. Et donc nous sommes prêts. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus en réalité. On a même attiré l'attention du gouvernement sur ce sujet depuis près de 3 mois en disant attention, c'est un énorme sujet. On a travaillé avec tous les partenaires qui sont impliqués là-dedans, parce qu'il n'y a pas que le transport aérien, il joue un rôle clé, mais vous voyez bien qu'il y a les camions frigorifiques, la chaîne du froid, les entrepôts, les containers, les laboratoires de production, les cliniques ou les centres de vaccination. Donc il faut que toute la chaîne soit sécurisée. Et donc c'est une immense opération logistique, c'est probablement une des plus énormes opérations logistiques jamais menées, mais nous sommes prêts.
Alors je ne me rends pas bien compte, Alexandre de Gignac, et en plus pour vous c'est un défi, si je puis dire, tellement important pour les derniers mois de votre mandat, puisque vous rendez les clés, si je puis dire, le 1er avril. Un défi logistique jamais envisagé, vous disiez. Ça va représenter quand même une petite forme de ballon d'oxygène, de bouffée d'oxygène pour les compagnies aériennes? Oui, enfin, oui, mais le cargo est déjà la partie de notre activité qui se porte le moins mal, si je puis dire. Parce que certes, le trafic cargo a baissé de 8%, mais comme les capacités cargo, elles aussi, se sont réduites considérablement, parce que vous savez qu'on transporte beaucoup de cargo dans les avions passagers, sous les pieds des passagers, il y a beaucoup de cargo. Le chiffre d'affaires que nous tirons du cargo va plutôt pas trop mal. Donc c'est la partie qui va bien, qui va plutôt bien. Donc oui, c'est une bouffée d'oxygène, mais qui vient dans un secteur qui, lui, se porte plutôt mieux que le secteur passager, qui, lui, est dans une crise gravissime. Ah oui, on va parler de cette crise gravissime. Justement, vous avez donné les chiffres hier à l'occasion de l'Assemblée générale de IATA. C'est vertigineux. 157 milliards de dollars de pertes sur les années 2020-2021. Vous décrivez la plus grave crise jamais traversée par le transport aérien. On a additionné, au fond, toutes les catastrophes qu'on a connues depuis la Seconde Guerre mondiale. On parle évidemment au choc pétrolier, on parle des attentats du World Trade Center. Tout ça en une seule fois avec l'épidémie de Covid. Oui. Bon, vous savez, quelques chiffres juste pour illustrer ça. Le trafic international a chuté de 90%. Donc, en gros, il n'y a plus de vols internationaux, ou très très peu. Et le trafic domestique, lui, a chuté d'à peu près la moitié. Donc, ça illustre la crise dans laquelle nous nous trouvons. Les avions sont au sol, et donc les compagnies ont dû procéder à des restructurations absolument massives. Des centaines de milliers, voire des millions d'employés du secteur de l'aviation ont perdu leur emploi. C'est extrêmement triste d'ailleurs. Et surtout, l'impact sur l'économie est extrêmement grave parce que quand vous n'avez pas de trafic aérien, pas de transport aérien, vous n'avez pas de croissance, ou pas de reprise, ou une reprise très faible et très lente. C'est pour ça que nous poussons les gouvernements à réouvrir les frontières, en disant si vous ne réouvrez pas les frontières, vous n'aurez pas de trafic aérien, et sans trafic aérien, il n'y a pas de croissance, ou vous aurez une reprise très molle. Donc, alors, il y a quand même un élément d'optimisme, c'est que dans les États qui ont levé les restrictions sur leur marché domestique, par exemple la Chine, en Chine, le trafic aérien est revenu à peu près juste en dessous du niveau qu'il avait en 2019. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appétit de voyager dans les avions est encore là. Et donc, nous allons retrouver nos passagers dès qu'on nous permettra de le faire. Alors et ça, dans les conditions sanitaires parfaitement contrôlées. Ça, c'est un discours plus optimiste que celui qu'on a entendu il y a quelques semaines. Vous dites qu'on s'est dit qu'il faudrait des années au transport aérien pour revenir à la normale. Vous dites, oui, mais peut-être un petit peu plus vite que prévu quand même, parce que quand on voit ce qui se passe en Chine, bah, le goût du voyage n'a pas disparu avec ces mois de confinement. Non, le goût du voyage est resté. Mais seulement les mesures de restriction au voyage qui sont imposées par le Covid et que les gouvernements ont mis en place de manière, il faut dire, un peu désordonnée, est le principal point de blocage pour l'instant. On a fait un petit calcul. Quand vous avez des mesures de quarantaine sur une route aérienne entre deux destinations, quand il y a un risque de quarantaine soit au départ, soit au retour, les réservations chutent, vous savez de combien? De 100%. C'est simple, c'est une dissuasion absolue à voyager. C'est d'ailleurs du bon sens en réalité. Alors IATA a fait les calculs, a fait les comptes sur la trésorerie des compagnies aériennes, et vous dites il y a un peu plus de 8 mois de trésorerie après toutes les aides massives d'État qui ont été accordées. C'est pas beaucoup, ça nous ramène à l'été 2021. Ensuite, il n'y aura plus d'argent dans les caisses. Ça veut dire que les États devraient remettre au pot. Est-ce que vous pensez qu'après ces aides massives des premiers mois, est-ce qu'il y a encore la capacité de le faire, et est-ce que du coup on ne se prépare pas une vague massive de disparition, de liquidation de compagnies aériennes? Non, mais vous avez raison de souligner que les États ont réagi très vite et très fortement dès la première vague, puisqu'ils ont injecté en gros, quand on fait les calculs globaux au niveau mondial, 160 milliards de dollars dans notre industrie. Et on en est extrêmement reconnaissant, et ça a été vraiment un effort formidable, mais qui est aussi le signe d'une reconnaissance de l'importance du secteur, du caractère vital de ce secteur. Donc, ce qui est vrai, c'est que pour les 8 mois ou 10 mois qui arrivent, nous avons estimé que nos besoins seraient entre 70 et 80 milliards de dollars. Encore, me direz-vous. Oui, mais je vous dirais deux choses. Soit on considère que le secteur est absolument vital et donc il faut l'aider, et c'est ce que nous disons. Et deuxièmement, si les États ont déjà injecté tant d'argent dans ce secteur, ce serait quand même de mauvaise politique d'arrêter maintenant
et donc comment dire, de gâcher tout cet effort parce qu'on n'a pas mis les sommes qui permettront de passer la difficulté finale, si je puis dire. Et donc, ce qui est important, c'est que les États fassent cet effort pour nous aider à survivre et préparer une reprise qui sera, on l'espère, plus rapide et plus forte que prévu. Eh bien, et attention, pour leurs économies, c'est essentiel. Hein. Pour les économies, pour l'économie mondiale, avoir un trafic aérien puissant, c'est absolument critique. Merci Alexandre de Juniac, directeur général de IATA. On aura l'occasion de vous réinviter avant que vous ne passiez la main à Willy Malch comme prévu le 1er avril prochain. Merci en tout cas d'avoir été en direct depuis Genève, en direct dans Good Morning Business.